Bonjour, bienvenue dans votre émission Sciences et Civilisation, Ilm wa Hadara. Nous allons faire le voyage aujourd'hui dans un domaine si actuel compte tenu de son importance, l'informatique. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Rachid Graoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École polytechnique de Lausanne. Vous y avez la chaire d'informatique. Vous pilotez aussi des projets ici à l'Université Mohammed VI Polytechnique. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Avant de parler de vos recherches à proprement parler et de la manière dont vous les conduisez, nous allons faire d'abord un retour sur votre parcours prestigieux. Vous avez d'abord commencé à faire des études secondaires au Maroc, je crois. Oui, alors mes études secondaires, c'était en partie à Stade, en partie à Jdida. J'ai eu le bac à Jdida. C'est cela. Après, vous commencez vos études supérieures, vous passez par Orsay. Exactement, j'ai un doctorat d'informatique à Orsay, effectivement. Voilà. Absolument. Et puis après, alors c'est le voyage à travers le monde avant d'atterrir en Suisse. Vous êtes passé par d'autres lieux. Je vous laisse les énumérer. Alors effectivement, après la France, j'ai passé un peu de temps en Suisse, un peu de temps sur la côte ouest américaine, retour en Suisse, retour aux États-Unis sur la côte est cette fois, pour revenir enfin en Suisse. Et dans ces allers-retours entre la Suisse et les États-Unis, à un certain moment, il y a un stop qui a été marqué en France en 2018 où une chaire du Collège de France vous a été confiée. Le Collège de France, qui est une institution très prestigieuse, qui précède même l'Académie française, qui date de François Ier, qui ne délivre pas de diplôme et qui repose complètement sur la transmission du savoir par des personnes confirmées dans leur domaine. Quelle a été cette expérience pour vous ? Alors d'abord un grand honneur. Parce que revenir à Paris où j'avais fait mes études en tant que professeur au Collège de France, pour la France, c'est quelque chose d'important. Donc j'étais très, très honoré. Je savais pas trop pourquoi me confier ça, mais bon. Tout le monde sait pourquoi. J'étais très honoré. Mais en même temps, une expérience très stressante parce qu'il fallait parler à des gens qui étaient professeurs au Collège de France, parfois à des prix Nobel, parfois à des étudiants, parfois à des gens qui passaient par là et qui voulaient apprendre des choses. Donc il fallait calibrer son discours toutes les semaines, ajuster un peu, en avoir pour tout le monde. Donc ça m'a pris énormément d'énergie, mais ça m'a appris beaucoup à parler avec les gens de ce que je faisais en utilisant différents niveaux de complexité ou d'abstraction. Oui, parce qu'effectivement, il y a une hétérogénéité du public qui nous force à jongler soi-même avec ses capacités pédagogiques, à s'orienter dans ses recherches. Finalement, c'est une belle expérience. Très, très, très belle. Et comme on dit, quand on enseigne quelque chose, on finit parfois par le comprendre. Ça m'a permis de comprendre mieux ce que je faisais moi-même en essayant parfois de simplifier ou de m'adapter à certains publics. Et vous avez eu beaucoup de prix, des prix très célèbres, le Google Prize Award. Vous avez eu le prix ERC, très important de la recherche européenne. J'allais pas dire que vous croulez sous les prix, mais c'est quand même des reconnaissances et des validations d'un parcours qui sont très importants. Donc, votre domaine, c'est celui de l'informatique. Parfois, vous dites l'algorithmique. Un algorithme, ça vient du nom de Al-Khwarizmi. Comment pourrait-on le définir assez simplement aujourd'hui ? Je pense que la meilleure manière de le définir, c'est par l'exemple, c'est d'imaginer ce que fait un enfant ou ce qu'on fait aujourd'hui quand on doit faire une addition ou quand on doit faire une multiplication. On ne réfléchit pas trop, on le fait de manière mécanique, on exécute des instructions, on met des nombres les uns sur les autres, on part à droite, on rajoute, si c'est au-dessus de 1, on retient 1, etc. Et c'est comme si on arrête le cerveau pour exécuter quelque chose machinalement. Quand on arrive à cet état-là, une espèce d'état de transcendance mécanique, eh bien c'est un algorithme. Ça veut dire qu'on a suffisamment compris la procédure pour la faire machinalement. Et ce qu'a fait le Khwarizmi en son temps, c'est justement rendre automatique, mécanique, l'addition, la multiplication, la résolution du second degré, des équations du second degré, etc. C'est pour cela aujourd'hui qu'on dit c'est un algorithme, c'est un procédé suffisamment
précis et mécanique pour qu'on puisse le confier à une machine. Et vous arrive souvent de dire qu'on est surpris par des automatismes, c'est-à-dire que à la fois ce que vous venez de décrire, c'est un mécanisme automatique parce que c'est une procédure itérative, répétée, mais en même temps, il y a une telle complexité aujourd'hui des algorithmes qu'il y a un effet de surprise par l'automatisme même. On n'a pas tendance à associer automatisme et surprise. Alors c'est une très bonne remarque et la raison pour laquelle il y a ces surprises, c'est qu'en général quand on imagine cet automatisme, on l'imagine à travers quelques exemples simples et on n'anticipe pas beaucoup des exemples beaucoup plus compliqués. Donc quand il y a une addition de très grands chiffres et qu'on voit la machine nous donner la somme, parfois on est surpris parce qu'on avait imaginé le procédé ou l'algorithme d'addition sur des exemples simples. Alors évidemment c'est simpliste ce que je dis sur l'addition, mais imaginez la même chose pour des algorithmes qui vont vous recommander des restaurants ou qui vont vous recommander où aller passer vos vacances, etc. Ils nous surprennent parce qu'on n'avait pas prévu qu'ils allaient bien marcher sur des exemples. Mais au bout du compte, c'est pas très surprenant parce qu'un algorithme est fait pour marcher sur un grand nombre de données, une infinité de données. Donc forcément, dans cet infini, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Alors effectivement, il y a l'infinité de données et il y a aussi ce que vous appelez le calcul par répartition, c'est-à-dire la possibilité, la réalisation même, au-delà de la possibilité, de mettre un calcul sur plusieurs machines. Absolument. Moi, je vois que vous avez fait vos devoirs, comme on dit, de manière très précise. C'est exactement là-dessus que je travaille. C'est-à-dire que quand l'algorithme devient tellement complexe et les données tellement nombreuses, que la seule manière de s'en sortir, c'est de diviser le travail sur un grand nombre de machines. C'était d'ailleurs la motivation de la création d'Internet, pour que si une machine tombe en panne, les autres continuent, etc. Mais du coup, le calcul et l'algorithme devient très complexe parce qu'il est exécuté sur un ensemble de machines qui ne vont pas à la même vitesse, qui parfois nous surprennent encore plus que quand c'est une seule machine sur un grand nombre de données. Oui, et cette répartition, ce calcul par répartition, est-ce que c'est la même chose que ce que vous appelez le calcul distribué ? Exactement, c'est deux mots pour dire la même chose. Pour dire la même chose. Algorithme réparti, distribué, etc. En gros, dès qu'on est sur plusieurs calculateurs, entre guillemets cerveau mécanique, se pose un ensemble de problèmes et cet ensemble de problèmes définit un domaine de l'informatique ou du numérique qui s'appelle l'algorithmique répartie. Et c'est un peu ça ma tasse de thé. Oui, voilà. On parle aussi, vous savez, d'intelligence artificielle distribuée. Par exemple, quand vous avez la Formule 1, la manière de coordonner plusieurs tâches, ceux qui vont changer les pneus, ceux qui vont indiquer le temps. Donc, il y a une distribution de l'intelligence coopérative sur plusieurs agents. Je ne veux pas dire humain, je préfère dire agent parce que dans tout ce que l'algorithmique, mais contredisez-moi, fait, ce sont des tâches spécifiques, alors que les personnes comme vous et moi, on est capable aussi de tâches non spécifiques. Est-ce que vous diriez que un des grands défis de l'algorithmique, c'est d'aller de plus en plus vers le non spécifique et de sortir des tâches spécifiques, précises, exécutées selon un seul conduit, si je puis dire, alors que nous avons véritablement on est spécialiste de la généralité ou de la non-spécificité. Alors oui et non, vous avez absolument raison. Mais en même temps, si on creuse l'être humain lui-même, certes, l'ensemble est doté de capacités de généralisation, etc. Mais si on décortique un petit peu notre cerveau ou nos membres, chacun est extrêmement spécifique. Nos neurones sont entraînés pour faire telle et telle chose. Il y a des parties du cerveau qui sont faites pour faire telle et telle chose. En fait, je pense que nous sommes un algorithme distribué nous-mêmes et que il y a des parties qui sont très spécialisées et la magie, c'est de tout faire fonctionner ensemble et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'algorithmique répartie, c'est de faire fonctionner un ensemble de petits agents, comme vous dites, oui, de manière coordonnée pour que l'ensemble soit suffisamment généraliste, suffisamment adapté, adaptable, agile, etc. C'était une des hypothèses de Marvin Minsky, qui est à l'origine de l'intelligence artificielle. Son livre important, La société de l'esprit. L'esprit comme une société de multi-agents,
l'agent construire, l'agent poser, l'agent retirer, l'agent relever. Vous avez raison, il y a toutes ces spécificités. Peut-être que ça suppose une hypothèse forte à la base, c'est que toutes les tâches sont décomposables. Certains pourraient dire que l'esprit a aussi une capacité d'indivisibilité et non pas simplement de modularité et de décomposition des tâches. L'esprit n'est pas que dans la décomposition, il a aussi des tâches, certains les appellent spirituelles, etc., totalement indivisibles. Est-ce que là, on ne mesure pas la limite ou la spécificité de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle suppose que tout est décomposable? Absolument. Et vous avez parlé de Minsky. Il y a une autre personne dont j'ai beaucoup étudié l'histoire, qui est Alan Turing, qui est peut-être le grand-père. Si Minsky est le père, je dirais que c'est le grand-père de l'intelligence artificielle, qui lui a posé cette question de manière précise. Qu'est-ce que penser ? Et qu'est-ce que l'indivisibilité d'une tâche, etc. Et il a avancé l'hypothèse que un jour, on arrivera probablement à reproduire le même genre de fonctionnalité. Alors peut-être pas de la même manière parce que on n'a pas des tissus biologiques pour l'instant, etc. Mais peut-être qu'on arrivera un jour à retrouver ces indivisions, ces petites tâches, etc. dans des machines très spécialisées. L'avenir nous le dira, on ne sera peut-être pas là pour je suis très heureux de vous entendre dire cela parce que le propre de la recherche, c'est l'imprévisibilité. On le répète très souvent dans cette émission et on ne peut pas dire pour les machines qui sont débutantes depuis, allez, disons 2-3 siècles, maintenant, depuis la Pascaline de Blaise Pascal au XVIIe siècle, on ne peut pas dire ce que pourrait être précisément les techniques demain. Elles peuvent ceci, elles peuvent pas cela. Ça serait très présomptueux aujourd'hui de le dire. Alors précisément sur cette frontière difficile de reconnaissance de la tâche humaine et de la tâche machinique, vous aimez particulièrement le test de Turing. Alan Turing, ce grand informaticien avant la lettre, mathématicien du début du XXe siècle. En quoi consiste son test? Il y a plusieurs formes d'expression, mais... Alors la manière originale dans l'article qu'il a écrit en 1950, donc en 1936, il a inventé la machine moderne, ce qu'on appelle la machine de Turing, et quelques années plus tard, il s'est posé la question, est-ce qu'une machine peut penser? Et en mathématicien, informaticien, il a essayé de définir ce que pourrait être un test. Et en fait, le test est très simple, c'est de mettre deux personnes, de les séparer par un mur, et d'avoir quelque part ailleurs ce qu'on va appeler un juge, qui envoie des questions à la personne d'un côté et à une machine de l'autre. Donc il y a un juge, une personne et une machine. Et si les réponses reçues par le juge, qu'on appelle le juge ou l'arbitre, si après un certain temps, cet arbitre n'arrive pas à distinguer l'homme de la machine, alors on dira que la machine a passé le test de Turing. Donc ce qui est important ici, c'est qu'on n'est pas en train d'aller voir comment est faite la machine. On regarde son interface, ce qu'elle répond, et c'est en fonction de ses réponses qu'on va décider si elle pense. Donc la pensée est ce qu'on voit à travers des réponses. Et l'exemple aujourd'hui de ChatGPT nous renvoie à Alan Turing beaucoup plus tard, parce que beaucoup de gens posent la question aujourd'hui, si un élève arrive avec une copie qui a été rédigée par ChatGPT, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est la machine qui l'a réalisée ou l'homme? Donc on revient aujourd'hui même, je ne sais pas combien d'années plus tard, plus d'un siècle plus tard, à nous poser la question du test de Turing dans les amphis, dans les examens, etc. C'est ça, le test de simulation. Alors pour nos auditeurs, ChatGPT, ça vient du mot chat, converser en anglais, et GPT, c'est l'ensemble des neurones artificiels qui sont engagés dans ce que l'on appelle les agents conversationnels. Alors ces agents conversationnels, il est vrai que ça trouble beaucoup de gens en raison de la capacité qu'ils ont de générer des réponses assez contextualisées à partir d'une masse de données qui ont été emmagasinées. C'est bien cela ? Alors c'est absolument cela. Et d'ailleurs, pour bien comprendre comment fonctionne ce que vous êtes en train de décrire, ChatGPT, il est important de revenir par exemple au téléphone. Quand vous êtes en train d'écrire un message sur WhatsApp et vous écrivez par exemple « Bonjour, comment ?» Eh bien, le téléphone va compléter « Comment allez-vous ?» Et on peut se poser la question, d'où est-ce qu'il est allé chercher « Comment allez-vous ?» En fait, il a juste
le téléphone, le logiciel qu'il y a dans le téléphone, il est allé regarder les anciennes conversations que vous et d'autres ont eues, et il a remarqué que la plupart du temps, comme on dit, quand on dit bonjour, virgule, comment, tel, il complète par allez-vous. Eh bien, ChatGPT fait la même chose. C'est juste une échelle beaucoup plus grande. Si vous lui dites le test de Turing ou Spinoza ou bonjour, etc., il regarde dans la grande base de données dont il dispose, qui est Internet jusqu'à 2021, quels sont les mots qui sont apparus le plus souvent après ce que vous venez de taper. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc certaines personnes disent qu'il va prédire, ou en fait il prédit pas, il regarde le passé. En fait c'est extrêmement simple comme technique, c'est juste que c'est sur des données énormes, une masse de données énorme. Je vous remercie pour cette indication de temps sur la prédiction, le futur et puis le rapport au passé. Moi, j'ai tendance à dire que le passé ne cesse de nous surprendre et donc vous dites que les automatismes nous surprennent, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne prête pas attention, mais qui sont des données autour de nous, qui sont bien évidemment la base à partir de laquelle les choses sont configurées. Alors, toujours sur ce chat GPT, vous avez cité l'exemple de l'étudiant en examen. Est-ce lui-même qui a rédigé son commentaire ou sa dissertation, ou bien s'il a fait appel à un agent conversationnel? On pourrait dire que ce qui manquera, je dis bien, à ces agents conversationnels, c'est le corps, c'est-à-dire une entité perceptive à partir de laquelle un monde est configuré. Alors le corps des ChatGPT, bien sûr, on peut construire des robots qui vont dépendre de l'énergie, c'est-à-dire de la manière de les brancher. Alors, est-ce qu'on peut dire que quand même, parce que beaucoup de gens paniquent sur comment repérer à qui on a affaire, est-ce qu'on ne va pas revenir à la valorisation de l'oral comme celui que nous avons entre nous, à une conversation orale où je vous vois assis et non pas debout, souriant, avec tel et tel accent, etc. Est-ce que toute cette arrière-plan corporel devrait être de plus en plus prise en compte? Alors absolument, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce serait une bonne manière de distinguer l'homme et la machine. Et je dis bien au jour d'aujourd'hui, parce que les avancées en biologie, en bioinformatique, etc., vont tellement vite que entre le bras artificiel, la main artificielle, les jambes des athlètes qui leur permettent aujourd'hui de courir beaucoup plus vite que quelqu'un qui a des jambes normales, etc., on se dit que ça risque de ne pas durer très longtemps et que peut-être que bientôt, il faudra peut-être toucher pour voir la différence, voire même aller plus loin. Donc pour l'instant, oui, mais l'avenir de ces technologies est tellement rapide qu'on est surpris quand même assez souvent. Voilà, c'est le fin mot de la chose, c'est la surprise et l'humilité face à... alors, puisque vous avez cité la biologie, on peut dire que les machines évoluent au sens de l'évolution darwinienne et qu'il y a une imprédictibilité de leur évolution. Absolument, je pense que l'évolution des machines, et d'ailleurs, encore une fois, moi je reviens beaucoup à Turing, il est important de lire ses articles aussi bien dans la biologie, puisqu'il a écrit des articles dans la biologie, dans l'informatique, etc., où il expliquait que le fait de faire des erreurs qui quelque part sous-tendent la théorie de Darwin et d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer, il a écrit ça en 1950 ou 1956, sera le moyen qui permettra aux machines de rattraper, de se rapprocher de l'homme, etc. C'est-à-dire cette capacité d'évoluer à travers les erreurs, donc un apprentissage qui ressemble à celui des enfants, de comment ils apprennent quand ils se brûlent, ils se disent je vais plus m'approcher de la poêle, etc. Donc il y a ce phénomène sous-jacent aux nouveaux algorithmes d'aujourd'hui qui apprennent de leurs erreurs. Oui, l'apprentissage. Et il faut saluer la pédagogie anglo-saxonne qui, pendant longtemps et aujourd'hui encore, table beaucoup sur l'essai-erreur, avancer par essai-erreur, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas peur de se tromper. L'essentiel, c'est de pouvoir vérifier et valider. Le problème, c'est que quand on pense qu'il faut jamais se tromper et qu'après on reste accroché à quelque chose qui devient une erreur
bien solide, bien stable. Absolument, c'est très castrateur de ne pas d'avoir peur de se tromper. Et malheureusement, souvent, on a tellement peur de se tromper que quand bien même on sait que c'est une erreur, on en fait une vérité. Voilà. Et on met la tête dans le sable comme une autruche en se disant ça doit être vrai, sinon je vais passer un mauvais quart d'heure. Il y avait précisément au moment où l'hypothèse héliocentrique devenait de plus en plus forte, ce qui tenait beaucoup à l'hypothèse géocentrique, la Terre précisément immobile, et il compliquait les calculs pour ne pas renoncer à leur hypothèse, jusqu'à ce que tout de même Absolument. tout cela on voit tombe. beaucoup ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux, par exemple dans le phénomène des anti-vax ou les anti-théories de l'évolution, etc., où des gens vont essayer d'aller chercher des vidéos qui les confortent dans leurs idées, même parfois quand ils savent que ça provient de sites douteux ou de choses, d'endroits pas très catholiques au sens scientifique du terme. Et malheureusement, on préfère parfois des mensonges qu'on rend vrais en se cachant les yeux que d'affronter la vérité qui parfois trouble parce qu'elle nous met dans un inconfort. Et pourtant, c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça que... Et puis la vérité n'est pas une question de désir ou d'appétence, elle nous contraint. Et il ne s'agit pas de dire que est vrai ce qui nous est agréable. Alors, il ne faut pas aller chercher toujours ce qui nous est agréable pour pouvoir en faire un test pour la vérité. Ça ne marche pas dans ce sens. Exactement. Vous avez signalé là dans notre conversation bien réelle, qui n'est pas un avatar, qui n'est pas un chat GPT. Vous avez évoqué les fake news et justement les fausses informations. Et de plus en plus, un des grands défis de votre domaine, c'est de pouvoir mettre toute cette masse de données sous l'égide quand même de la vérification, de l'authentification. Alors, en quoi les algorithmes eux-mêmes peuvent nous aider à faire cette authentification ? Alors, encore une fois, ce que vous dites est très, très important. En réalisant, c'est-à-dire en étant conscient de la puissance des machines, on peut utiliser ces machines aussi bien pour générer des choses, mais aussi pour vérifier ces choses-là. La machine peut être un puissant outil de vérification parce que, tout comme elle a pu générer un contenu, on pourrait lui demander d'aller nous donner les sources de ce contenu, voire même beaucoup plus loin, exécuter des algorithmes de vérification. Il y a toute une branche de l'informatique, la vérification, les méthodes formelles, etc., dont l'ultime objectif, c'est d'aller vérifier si quelque chose est vrai ou est faux. Et ça peut être extrêmement utile parce que l'être humain n'arrivera pas à aller chercher des sources, à aller trouver des contradictions, etc. Et la machine est quasiment faite pour aller chercher des contradictions parce qu'elle peut aller balayer une grande base d'informations très rapidement, à condition qu'on lui demande de faire ça, parce que pour l'instant, en tout cas, elle obéit à ce qu'on lui demande. C'est ça, c'est-à-dire que la fragilité des algorithmes peut être compensée par les algorithmes eux-mêmes ? Alors absolument, c'est-à-dire que si on prend la ChatGPT, on lui demande de sortir quelque chose de plausible. On ne lui demande pas la vérité. Et lui, il ne fait que ce qu'on lui dit, donc il nous sort des textes plausibles, c'est-à-dire qui ont été rédigés dans le passé et qui sont passés comme ça. Donc si on lui dit maintenant, tu ne nous sors que des choses dont tu as des sources, etc., dans lesquelles il n'y a pas de contradiction, etc., alors là, c'est un autre challenge. Et à mon avis, certaines boîtes, certaines sociétés vont aller dans ce sens-là pour contrer la puissance de Microsoft qui est en train de surfer sur ChatGPT ou d'autres entreprises. Donc là, il y a un créneau très intéressant à exploiter et qui nous sauvera peut-être de la bêtise des algorithmes. C'est cela. Alors, on parle beaucoup des systèmes d'aide à la décision que permettent précisément les algorithmes. Dans le domaine médical, cela va de soi, les systèmes d'aide à la décision. Mais alors, à partir de là, on fait la distinction entre aide à la décision et décision. C'est-à-dire que l'opération de l'algorithme, certains confondent le caractère opératoire avec le caractère décisionnel. Et je pense que quand même, une différence est à faire. Ah oui, absolument. Je pense que l'exemple, un des nombreux exemples, c'est par exemple dans la dermatologie. Aujourd'hui, on sait que si vous prenez une photo de votre grain de beauté, vous pouvez la faire analyser par des machines aux quatre coins du monde. Ils vont vous donner un diagnostic de est-ce que votre grain de beauté est cancérigène ou pas, de manière beaucoup plus fiable que n'importe quelle équipe de dermato dans le monde. Maintenant, est-ce qu'il faut opérer ou pas opérer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ça, c'est encore autre chose qu'il faut distinguer
du diagnostic, parce qu'il y a tellement d'éléments que pour l'instant, à mon avis, les machines n'arrivent pas à prendre en compte quelle est votre santé par ailleurs, quel est votre état psychologique à ce moment-là. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est loin d'un ordinateur chirurgien qui va prendre des décisions. Donc l'aide à la décision est une chose, le chirurgien, le dermato, on en aura besoin pour prendre la décision en connaissance de cause. D'ailleurs, les médecins eux-mêmes, dans des cas difficiles et complexes, ont recours à des procédures collégiales pour pouvoir décider si un patient de 97 ans obèse et cardiaque peut supporter une anesthésie pour l'opérer de ses calculs dans la vésicule biliaire. Certainement qu'ils ne vont pas être d'accord. Celui qui voit les pierres de la vésicule biliaire, il dit quand même il faut traiter cette urgence-là. Et le cardiologue, il va dire non mais attention, au-delà de 95 ans, avec une personne obèse et cardiaque, il faut éviter cela. Il y a le domaine de la médecine, il y a aussi le domaine spatial et le domaine des robots de surveillance aux frontières. Là aussi, c'est très difficile de déléguer aux algorithmes la décision. Mais il faut un travail de surveillance important, mais on peut pas tout lâcher au niveau de la délégation. Absolument. D'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui de ce qu'on appelle les guerres technologiques, où il y a des drones, où il y a des instruments comme ça, qui peuvent décider de bombarder un village en pensant ceci ou cela, parce qu'on leur a pas mis suffisamment de précautions dans l'algorithme. Ce n'est pas la faute de l'algorithme, c'est la faute de celui qui l'a programmé, ou celui qui a décidé que c'est la machine qui prendrait la décision. Et ça fait partie des surprises, parce que parfois on pense avoir prévu tous les cas, et on réalise qu'on n'a pas prévu ce cas-là, et un être humain doué de raison pourrait le voir dans le feu de l'action et dire non, il faut pas bombarder, il faut pas opérer, il faut pas ceci, cela. Donc on est encore dans ce mode où, à mon humble avis, il faut rester dans l'aide à la décision et ne pas franchir le pas de la décision dans tout un tas de domaines, y compris l'éducation, la santé, etc. Alors c'est ce que vous dites peut-être à vos étudiants très enthousiastes, ceux d'ici. Je sais que vous monitorez plusieurs travaux d'étudiants. On va peut-être, avant de clore cette émission qui arrive à sa fin, parler des projets que vous pilotez ici à l'UM6P. Alors le grand projet qui est très cher à mon cœur, c'est d'essayer de participer à construire ce qu'on appelle une School of Computer Science, c'est-à-dire une structure qui est à la fois de la recherche de pointe, qui produisent des doctorants, de la recherche, etc., mais en même temps qui forment de jeunes ingénieurs qui vont aller travailler pour le tissu industriel marocain, etc., et qui comprennent vraiment les fondements du numérique, du computer science, qui comprennent que l'intelligence artificielle est une branche du numérique, qu'elle a des fondations philosophiques, des fondations mathématiques, des fondations physiques, et qui arrivent à faire la part des choses. Et pour moi, c'est le plus grand projet. Alors évidemment, là-dedans, il y a des thèses de doctorat, il y a des cours, il y a des gens qu'on invite à droite et à gauche, mais le but, à terme, c'est d'avoir une structure pérenne qui puisse former les ingénieurs, les chercheurs dans le numérique de demain. Alors, suivant les modes, on va les appeler les chercheurs de l'IA ou les chercheurs du data science, etc. Mais il y a une discipline qui s'appelle l'informatique ou le numérique. Et le but, c'est de faire une espèce de mecque de numérique à Ben Grir ou ailleurs au Maroc. Vous convainquez facilement le logicien que je suis, puisque la logique a été au fondement de l'informatique. Merci beaucoup pour cet échange si fructueux. Pour nos téléspectateurs, je suis sûr, pour nous-mêmes aussi. Merci à vous, c'est Rachid Gueraoui. Merci, chères téléspectatrices, merci, chers téléspectateurs. Et je vous dis à une prochaine séance de Science et Civilisation, Ilm wa Hadara, à une prochaine fois. Au revoir.